Eh bien, retour à notre émission Confluence, une émission proposée par Gazelle Politique et présentée par Walem Messabeh. Et c'est la deuxième partie de cette émission, donc avec notre invité, Badis, qui intervient tous les vendredis, hein, pour parler politique également, économie surtout. Badis Kenissa qui est en ligne avec moi. Mais je voulais juste, avant de lui donner la parole, évoquer une information concernant justement, puisque je sais qu'il va parler politique, et de l'autre côté de la rive, hein, donc en Algérie, je voulais juste évoquer une information par rapport aux députés de la diaspora, donc qui sont critiqués par un certain nombre d'associations. Donc les députés de la diaspora établis en France font désormais l'objet de plusieurs critiques de certaines associations activant de l'autre côté de la Méditerranée, bien sûr ici en France et ailleurs. Et parmi elles, donc c'est l'association Diaspora des Algériens résidant à l'étranger, qui s'appelle DAR, semble avoir tranché la question. Nous ne voulons pas de ces députés qui votent des lois allant à l'encontre de leurs électeurs, porte son vice-président Omar Douibi, qui était joint par téléphone avant l'adoption de la dernière constitution. Nous avions adressé une lettre au président de la République pour demander l'augmentation du nombre de députés à l'étranger, mais ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'ils ne servent strictement à rien sur les services que peuvent assurer ces associations aux résidents algériens en France. Et Omar Douibi, donc, qui rajoute de prendre l'exemple de DAR. J'ai assisté plusieurs fonctionnaires de consulat algérien sur le problème de la double imposition auprès du ministère des Finances français. Et le responsable m'avait informé que certains de leurs employés ignoraient l'existence de cette convention signée entre les deux pays. Donc les impôts de ces fonctionnaires sont prélevés à la fois à la source et donc par les consulats, mais aussi au lieu, mais aussi également de leur résidence en France, explique-t-il. Donc pourtant, ces derniers avaient informé l'ambassade d'Algérie qui n'avait malheureusement rien fait pour eux, d'où la nécessité d'une nouvelle structure qui représentera mieux les Algériens d'Europe. Et d'ajouter, je me trouve à Mostaganem pour présenter plusieurs investisseurs aux responsables de la Chambre de commerce. Nous avons bien été accueillis, nous travaillons aussi dans ce sens-là. Quant au projet de la nouvelle structure, il est aux mains du Premier ministre algérien qui nous a promis d'étudier la proposition. Voilà, je voulais absolument, parce que c'est une information très importante, et je sais qu'il y a plusieurs associations, plusieurs personnes ici résidentes à l'étranger qui commencent à bouger, voire même se poser des questions sur l'utilité de ces députés qui sont parfois, on dit, désignés, c'est même pas élus, et donc l'ensemble, en tout cas une grande partie de la majorité ici de la communauté algérienne a des doutes sur ces élections, et en tout cas a des doutes sur l'utilité de ces députés, qui ne représentent qu'eux-mêmes à la limite. Ils sont beaucoup de nos compatriotes, en tout cas, les sollicitent, mais ne les trouvent pas. Voilà, je voulais juste donner cette information et puis me diriger vers Badis. Bonjour Badis. Bonjour, Walem. Je sais que vous avez lu cette information et vous aussi, peut-être vous allez réagir à cela. Bah, en fait, on ne peut que réagir à ce type de réclamation ou de constat amer, de toute façon qui, pour moi, encore une fois, est à l'image de la politique actuelle en Algérie, ou du moins le modèle politique qui perdure depuis maintenant quelques décennies et qui a fait ses preuves, c'est-à-dire aucun bilan. Après, pour revenir un peu sur le détail, sur l'information que vous venez de communiquer, effectivement, qui a toute son importance, maintenant, ne mettons pas non plus tous les députés dans le même sac, sachant que pour certains... Je sais pas, moi je ne fais que lire les communiqués. J'entends bien, j'entends bien. Quand je vous dis vous, en fait, c'est l'information. Je parle de la source de cette information, c'est leur point de vue que je respecte, il n'y a pas de souci. Effectivement, nous, on a tendance à voir sur la globalité, sur le résultat, s'il est trop bon ou pas. Là, ça se discute. Mais après, comme on dit également, je ne me fais pas l'avocat de ces députés-là, qui, en tout cas pour certains, œuvrent tant bien que mal, bien entendu, à contre-courant, pour essayer de faire bouger les lignes. Maintenant, ça ne suffit pas, bien entendu, compte tenu qu'ils sont de formation politique, on va dire minoritaire, voire marginalisés au sein de l'hémicycle, quand bien même, quand on voit que même... Vous parlez de qui, là, minoritaire?
Minoritaires dans le sens, c'est des petites formations politiques qui n'ont pas de poids. Si, il y a des députés du FNA, du RND, c'est des formations... Non, je ne parle pas des partis au pouvoir, des partis minoritaires. Justement, je parle de la minorité parlementaire, certains même des petits partis, tant bien que mal qui ont eu des sièges certes à l'hémicycle, mais encore une fois, qui ne peuvent pas faire entendre leur voix, tant bien que même qu'ils essayent de le faire par tous les moyens, sur des actions concrètes sur le terrain. Maintenant, encore une fois, c'est la somme de ces actions-là. Une main n'applaudit pas, comme on dit. Donc, mais c'est juste pour une rectification sur cet aspect-là. Quand bien même je suis d'accord sur la globalité de l'information, notamment sur les résultats probants. Aujourd'hui, force est de constater, en France et ailleurs, là où il y a la communauté nationale établie à l'étranger, nous souffrons beaucoup de ces défaillances et ces manquements en fait aux devoirs, à leurs obligations. Donc ça, je vous l'accorde. Mais encore une fois, ça me permet on va dire permuter de passer sur le sujet que je voulais en fait aujourd'hui aborder. Oui, vous-même, vous faites partie d'une formation politique très connue en Algérie, voilà. Absolument. Donc là aussi, vous faites un travail formidable, un travail aussi d'information, de sensibilisation politique, que ce soit ici ou de l'autre côté. Vous intervenez beaucoup dans le domaine économique, politique également, et tout votre rôle, et d'ailleurs, moi je salue de toute façon toute la communauté algérienne, qu'elle soit associative ou des personnalités ou de représentants, parce qu'on sait que, il faut le dire, il y a énormément de représentants de partis politiques à l'étranger, notamment en France, donc des partis politiques qui sont ici, que ce soit à Marseille, à Paris et ailleurs, et c'est tout à leur honneur justement d'être là et de sensibiliser sur le plan de la politique, sur le plan de l'économie, parce qu'ils veulent du bien, ils ne veulent que du bien pour ce pays, et d'ailleurs on se pose des questions, eux qui vivent très très bien ici, mais ils sont leur tête, ils réfléchissent, ils pensent aussi pour cette communauté, ce pays, pardon, et ils se posent des questions quand il y a des lois qui leur empêchent justement des nouvelles lois dans cette nouvelle constitution qui a été évoquée à travers plusieurs médias, que ce soit nationaux, internationaux, qui empêchent en tout cas, qui réduisent le nombre d'accès aux responsabilités politiques, aux responsabilités en Algérie. Et j'ai bien compris aussi qu'il y a qui vont encore se pencher davantage pour réserver des postes à responsabilité en Algérie exclusivement à ceux qui ont la nationalité algérienne exclusivement pour la nationalité algérienne et non pas la double nationalité. Tout à fait. Pour justement aller dans la continuité de votre réflexion et votre remarque, nous pour notre formation politique et notamment Al-Fayed qui est à sa tête Ali Benflis, l'ancien chef de gouvernement, Premier ministre, je tiens à rappeler qu'au-delà du travail concret en profondeur que nous tenons, que ce soit en France ou ailleurs, nous essayons tant bien que mal de joindre on va dire les paroles aux actes. Aujourd'hui, par exemple, vous avez évoqué la communauté nationale établie à l'étranger. Nous travaillons beaucoup sur cet aspect-là. C'est dire, en fait, on a au sein du secrétariat national une commission chargée de la communauté nationale établie à l'étranger, dans laquelle nous avons mis en place des sous-commissions, des services, si on peut appeler ça comme ça, qui se chargent chacun d'un secteur bien précis. C'est dire l'importance qu'on place justement dans le rôle de cette communauté prépondérante qui, par le passé et le présent et bientôt le futur, jouera un rôle important. Donc c'est un exemple, nous avons mis en place un service senior, c'est-à-dire qui s'occupera demain ce qu'on appelle les Chibani en France ou ailleurs, de prendre en charge leurs prérogatives, leurs problématiques, essayer de les solutionner tous ensemble. Pareil pour les jeunes, avec les étudiants inclus. Vous savez très bien la situation des étudiants algériens en France. On est arrivé au point de non-retour où il y a eu effectivement des suicides, qu'on se le dise. Quelque chose de gravissime qui se passe avec nos enfants à l'étranger, notamment qui partent pour encore une fois étudier, qui reviennent dans des cercueils, c'est juste inadmissible. Nous avons également un service économie au sein même de la commission de la CNE, donc la Communauté nationale établie à l'étranger. C'est dire qu'aussi nous voyons en cette communauté une force économique. Vous l'aurez compris, tous les pays d'ailleurs placent parfois en fait justement face effet de levier à travers leur communauté, sauf en Algérie. Ouais. Mais moi, vous voulez dire que c'est le tissu associatif ici en France qui essaye de prendre en charge un certain nombre de problématiques concernant la communauté algérienne, mais les députés qui sont censés, justement, puisqu'ils représentent la communauté, on ne les voit plus, on ne les voit pas. C'est là où est le problème, justement. Oui. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Le tissu associatif, en règle générale, dans des pays, en fait, on va dire dignes de ce nom, qui sont développés, qui sont à cheval, justement, sur leurs engagements, sur leurs devoirs politiques envers leurs concitoyens, le tissu associatif ne peut être qu'un élément complémentaire
complémentaire et non pas une substitution. Aujourd'hui, justement, fort heureusement, j'ai envie de vous dire qu'il y a un tissu associatif assez imprégné, assez à cheval, assez avec une proximité assez importante auprès de nos compatriotes. Bien entendu, avec d'autres forces politiques comme la nôtre, qui sont, entend bien que mal encore une fois, parce qu'on est, rappelons-le, un parti d'opposition, mais qui œuvront dans ce sens-là. Mais encore une fois, moi ça m'étonne pas, je vais vous dire une chose par rapport à ces représentants, notamment les élus, les députés, qui justement ne pensent qu'à leurs intérêts. Moi ça m'étonne pas, sans pour autant tomber dans un discours populiste, hein. C'est pas le cas et c'est pas mon genre. Mais le constat est là, et c'est un constat amer, malheureusement, et les résultats ils sont là malheureusement très négatifs. Mais encore une fois, parce que ce modèle politique qu'on doit changer, qu'on doit pour une fois le voir en face et essayer de le changer, d'ailleurs c'est ce qu'on prône au sein du Parti Al-Hurriyat, c'est commençons par le commencement, essayons d'abord de voir là où ça va mal. Là où ça va mal, c'est effectivement la base de ce problème reste indiscutablement le modèle politique. Aujourd'hui, on a plus des gens, ce que je dis, à l'échelle des ministères, c'est comme à l'échelle des députés. C'est-à-dire qu'on a des gestionnaires qui viennent pointer à l'hémicycle le matin, qui repartent l'après-midi, si toutefois ils pointent. Enfin, voilà. Donc, et par contre, ils sont plus, on va dire, à même de répondre à leurs intérêts et défendre les intérêts et surtout les pérenniser. Donc l'Algérien, le peuple algérien dedans, la communauté algérienne dedans, elle est où? Elle n'a pas sa place, forcément. Donc, forcément, vous avez un tissu associatif qui reprend le dessus, qui malheureusement, parfois, reprend le rôle que devrait faire l'État, parce que l'État aussi, elle est défaillante là-dessus. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai pris connaissance d'un dossier d'un bébé de 8 mois, je pense, ou 3 mois de mémoire, qui souffre, au fait, d'une maladie cardiaque et qui risque la mort. En Algérie, je vous dis. Donc il y a une collecte, et d'ailleurs je remercie toutes les associations qui sont dessus, qui collectent en France des dons pour essayer de sauver cette âme qui n'a rien demandé, la pauvre, qui justement demande qu'à vivre. Mais vous imaginez dans un pays en 2016, dans un pays à plus de 1000 milliards de budget cumulé, nous sommes amenés en fait à faire des collectes quémander, demander de l'argent. Ça n'empêche pas que la solidarité existe, il en faut de la solidarité. Non mais la solidarité c'est une chose, voilà. Mais encore une fois, on part sur un constat où l'État, à travers son système médical, son système de santé, a failli à sa responsabilité. Moi j'ai réagi, si vous voulez, par rapport à cet appel des associations, beaucoup d'associations qui se posent des questions sur l'utilité de ces députés qui sont censés représenter la communauté, puisque pour la plupart d'entre eux sont élus par la communauté. Une question, par exemple, je vois le tissu, j'ai consacré une émission pour le 17 octobre et j'ai invité beaucoup de personnes qui ont intervenu dans ces... Mais on ne voit pas, à part le tissu associatif qui organise cette journée de commémoration du 17 octobre 1961, on ne voit pas les députés, on les voit nulle part, alors que normalement, c'est à eux de prendre des initiatives, même si cette journée concerne la France, mais au fait, ça concerne la communauté. Alors souvent, je vois des tas de choses. Alors, moi, je suis d'accord pour vous, la solidarité doit exister, la solidarité, elle existe, il en faut. Mais moi, je parle sur ces problèmes, par exemple. J'entends écouter, beaucoup de gens interviennent aussi dans cette radio. Vous avez évoqué les Chibani, excusez-moi ma voix. Des Chibani, par exemple, beaucoup se posent la question sur leur retraite, comment ça marche. J'ai jamais vu un député défendre ou poser le problème à l'Assemblée nationale en Algérie concernant les députés qui sont contraints ici de rester dans des foyers, justement, pour toucher leur retraite, alors que il leur reste des moments à vivre, peut-être les derniers moments à savourer avec leur famille en Algérie. Voilà un problème important et beaucoup de gens nous posent des questions par rapport à ça. Qu'en est-il par rapport à ces accords? Quand je vois cette association qui a évoqué l'accord de l'imposition, eh bien, il y a d'autres choses qui concernent la communauté, les Chibani justement, qui sont jetés dans des foyers parce qu'ils sont coincés à vivre ici pour toucher leur retraite, alors que d'autres pays ont fait des avancées, le Maroc et ainsi de suite. Voilà, encore une fois, on parle de résultante d'un vrai problème, d'un problème profond auquel il faut revenir vraiment en amont pour comprendre les tenants. Aujourd'hui, on est sur un problème politique, purement politique. Quand on revient à la légitimité, on reviendra à tous les acquis, à tous justement les devoirs dans lesquels cet État a failli. Donc la légitimité, elle passe par justement, vous avez parlé d'élections, hein, que ces membres ont été élus. Vous savez très bien que dans le système électoral et le cadre électoral actuel en Algérie, c'est des
c'est des élections, on va dire, de façade, vous savez très bien. Vous savez, moi j'explique à chaque fois, en fait, quand je vais à la rencontre de mes compatriotes ou les concitoyens, quand on discute, on aborde le sujet des élections. C'est psychologique. Pourquoi, en fait, dans des pays qui se disent démocratiques, dans lesquels on respecte le processus électoral et le suffrage universel par une élection transparente et respectueuse de la voix du peuple. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donnera en fait un élu qui a tout approuvé, qui a une mission mandatée par le peuple, dans lequel seul le peuple est actionnaire et a le droit de réélection ou d'exclusion de cet élu. Donc il y a un rapport, si vous voulez, déjà psychologique. Il y a un rapport humain entre l'élu et son électorat. Aujourd'hui, on est face à des élus, des nominés, on va dire, des gens qui ont été nommés à ces postes-là, pour une mission bien précise. Donc vous savez très bien que servir ses compatriotes revient en fait à lui demander à travailler, revient à lui dire que finalement, pourquoi il a été élu, mais pour eux, c'est une ineptie, c'est limite une utopie dans laquelle ils ne s'inscrivent pas, pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas on va dire, de valeur ajoutée à apporter à nos compatriotes, dans la mesure où ils savent pertinemment que ces mêmes compatriotes n'ont pas joué un rôle dans leur élection. Vous voyez, donc parce qu'ils savent, en fait, implicitement, ils reconnaissent que cette élection était de la nomination plus que de l'élection pure et simple et qui émane du peuple. La question est déjà psychologique. D'une part. D'autre part, quand je vous expliquais revenir à la légitimité, donc revenir à ces automates-là, revenir. Demain, il y a une élection transparente, propre, respectueuse, qui respecte la volonté du peuple, vous verrez au fait qu'on reviendra également et implicitement vers un travail de fond, vers un travail qui place le peuple, notamment la communauté nationale établie à l'étranger, au centre des débats, au centre des inquiétudes, au centre des plans d'action. Aujourd'hui, encore une fois, on a en face de nous des gestionnaires plus qu'autre chose. Moi, je les rencontre, vous savez, quand ils viennent récemment sur Paris pour un événement, quelque temps d'ailleurs à New York pour même pas se pointer au fait à l'ONU parce qu'il y avait une circulaire, en fait, une espèce de pétition, c'est même pas une circulaire, une pétition qui devait être expliquée à l'ONU concernant le Sahara occidental. Ils étaient venus pour en fait, encore une fois, profiter du pays, profiter de leurs frais de mission et revenir au pays. Donc encore une fois, on a face à nous des gestionnaires qui sont là pour ce qu'on appelle un CDD, dans lequel ils essayent tant bien que mal, d'optimiser leurs revenus, d'optimiser leur patrimoine, et le peuple passera en second plan. Donc encore une fois, c'est cette légitimité à laquelle nous aspirons, même au sein de Tara al-Hurriyet. Mais encore une fois, vous pouvez dire que c'est des belles paroles, nous joignons les actes aux paroles. Encore une fois, comme j'expliquais, cette commission travaille à pied d'œuvre dans ce sens-là, où on a segmenté cette commission en plusieurs services. C'est dire en fait l'importance de chaque problème, parce que chaque chose est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps, et vraiment il faut le prendre avec une feuille de route précise, claire et concise. Notamment quand je vais expliquer tout à l'heure pour les Chibani, c'est vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a des associations. Absolument, j'irai encore plus loin. Mais non, mais encore une fois, dans notre modèle politique, si vous voulez, au sein de Tara al-Hurriyet, le tissu associatif est le bienvenu. Il aura tout l'appui du gouvernement, il aura tout l'appui de notre parti. Mais à partir du moment où il sera comme un acteur secondaire, un acteur de complémentarité, non pas un acteur de substitution, d'une part. Qu'on se le dise, ça, faut vraiment, c'est une évidence pour nous dans notre programme. D'une part. D'autre part, je vais vous dire une chose. On est le seul parti qui a prôné le retour du ministère de la communauté nationale établie à l'étranger. Qu'on arrête de raconter des inepties à nos compatriotes. Vous parlez du secrétariat d'État à la communauté. Tout à fait. Non, nous, on prône le retour. D'ailleurs, comme à l'époque, Ali Benflis l'avait fait quand il était chef du gouvernement, c'était le seul gouvernement qui avait un ministre dédié avec un portefeuille et qui était au fait assujetti au Premier ministre et non pas aux MAE. Mais quelle sera son utilité, ce ministère? Écoutez, déjà d'une part, c'est pallier si toutefois il y a défaillance des députés, mais surtout avoir un travail de complémentarité, voire de chapeauter au fait en coordination avec les députés qui ont été élus dans ce sens pour la communauté. C'est-à-dire doubler d'efforts pour arriver à un résultat encore plus parce que le secrétariat jusqu'à maintenant, il était lié aussi au ministère des Affaires étrangères, c'est ça qu'il faut dire. Il s'agit de l'étranger, et donc il faut complètement, selon vous, votre parti politique, y prendre la création d'un ministère, mais qui sera indépendant des affaires étrangères. Nous allons plus loin, effectivement, dans notre travail, justement, vis-à-vis de nos compatriotes.
vous faites bien de me le rappeler, dans les résolutions que nous avons au sein de notre commission, nous prenons justement que ceux, d'ailleurs comme à l'époque, comme ça l'était au sein du gouvernement d'Ali Benflis, qui est non pas indépendant, parce qu'indépendant veut dire qu'en fait on est un électron libre. Non, on a une feuille de route, on a un programme à respecter sous la houlette de Ali Benflis. Donc on a, si vous voulez, une trajectoire à respecter. Quand je dis l'indépendance, c'est dans le sens, en fait, qui relève du Premier ministre, c'est-à-dire qui rapporte au Premier ministre. Encore une fois, pour la bonne et simple raison que essayer d'amplifier et d'optimiser le travail de ce ministère un maximum pour éviter toute influence ou tout, on va dire, compromission qu'il puisse avoir éventuelle, bien entendu. Mais c'est dire en fait qu'encore une fois, on essaye d'optimiser au maximum ce travail de ce ministère. Et vous savez, c'est comme tout, c'est pas sorcier. Nommer un ministère avec un portefeuille et avec un budget, avec une feuille de route qui va avec, nos compatriotes ne peuvent que s'en réjouir dans le sens où déjà, au-delà, en plus, bien entendu, des députés qui sont élus, il y a vraiment un ministère. Donc il y a une histoire de valorisation, parce que cette communauté a besoin d'être valorisée. Alors, vous avez l'impression aujourd'hui, peut-être ces députés qui sont élus, communautés qui doivent représenter la communauté, au fait, ils sont représentés uniquement par leur parti politique, et donc ils n'ont pas de compte à rendre. Absolument. Encore une fois, tout est dans la notion, si vous voulez, dans la définition. Pour moi, quand on parle d'élus, on parle pas d'élus, on parle de nomination. Encore une fois. Bien sûr, sauf certains députés qui, encore une fois, malheureusement, n'arrivent pas à porter leur voix haut et fort, malgré leurs travaux sur le terrain, malgré leurs actions. Mais encore une fois, on est face à pratiquement deux partis au pouvoir majoritaire, et notamment le RND et le FLN, qui, bien entendu, essayent de bloquer toute aspiration, toute action qui est allant dans ce sens. Mais quand je vous parlais de valorisation, justement, quand vous mettez en place des actions comme les nôtres, vous ne pouvez que valoriser déjà d'une part la communauté, on va dire créer cette cohésion temps perdu, et ne serait-ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure par les articles, l'article 51, l'article 73, l'exclusivité, d'ailleurs parlons-en de l'exclusivité de la nationalité algérienne. C'est juste pour moi, au fait, c'est une façon déguisée de faire de l'apartheid. Je vais vous donner juste une petite anecdote, une petite histoire pour que vous compreniez un peu cette ineptie en termes d'ampleur et en termes d'impact sur le moral et le mental de nos compatriotes. Restez avec nous, Badis, on va avoir une coupure publicitaire. Restez avec Très nous. bien. Merci. Salam alaikum, salam alaikum, يديروا دراج يا أهل النبات يا وليا يا سيدي يا وليا. Et bien, retour avec notre invité, M. Badis Kenissa, justement, avant l'appel à la prière. Alors, on était justement sur l'aspect de cette représentativité, j'allais dire. Mais bon, les choses peut-être vont évoluer de toute façon, il faut que ça bouge. L'apport des partis politiques, les élections législatives approchent. Je sais que vous avez énormément et beaucoup de propositions concernant la communauté, d'autres partis politiques également. Bon, on ne va pas évoquer votre participation parce qu'on a évoqué la dernière fois, et donc ça sera tranché au mois de janvier. Mais d'ici là, donc, je vais organiser une émission pour avoir l'avis des uns et des autres, puisque certains partis politiques ont déjà annoncé leur participation. Quand je dis certains partis politiques qui font partie de l'IXO, je cite notamment le RCD, et donc pas ce lundi prochain, l'autre lundi. Donc on va essayer de faire une émission, et vous pouvez peut-être également intervenir pour expliquer, mais de toute façon vous n'avez pas la réponse immédiatement. Alors juste avant avant l'appel à la prière, vous étiez sur une explication. Rapidement. Juste avant l'explication, rapidement. Ouais, rapidement. Mon côté puriste, si vous voulez, j'ai besoin justement d'en parler. Il faut pas oublier au-delà du tissu associatif, et certains députés, on va dire, algériens qui œuvrent justement sur le terrain, il y a également des élus, qu'on se le dise. Moi, j'ai rencontré des élus qui ont la fibre patriotique, des élus français d'origine algérienne, qui œuvrent aussi dans ce sens, qui œuvrent pour le devoir de mémoire, qui œuvrent pour avoir des stèles historiques relatives à l'histoire algérienne. La douloureuse
histoire algérienne. Donc ça, il faut le rappeler. Hein, ça mérite d'être dit et d'être rappelé pour que justement qu'on comprenne que leur effort n'est pas en vain, que leur effort est justement vient en complémentarité malgré leur éloignement, malgré qu'ils soient sur une trajectoire différente politiquement parlant de l'Algérie. Maintenant pour l'exclusivité de la nationalité, effectivement, moi je pose la question à ce gouvernement, à ce régime, pour quelqu'un qui est né, qui a acquis la nationalité française ou américaine ou peu importe par le droit du sol, comment il fait pour ce cas de figure? Il n'a pas été naturalisé, il est né français. Donc il ne peut pas aller, si demain il est amené à justement à essayer d'édifier quelque chose ou d'apporter sa pierre à l'édifice ou sa valeur ajoutée à l'Algérie, étant donné qu'il est né, sa simple faute est sa simple أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Eh bien, retour à notre émission avec notre invité, c'est sa chronique Badis Kenissa. C'est à vous, je vous ai interrompu. Il n'y a pas de souci, taqabbalallah. Alors, ouais. Pour revenir sur justement ce vrai fléau, ce vrai problème, moi je propose au fait qu'on revienne au tenant de ce problème.
Encore une fois, on a Ouais. actuellement en Algérie un modèle politique défaillant, Ouais. un modèle que j'appelle au fait de la politique de pacotille, de la politique de bistrot. Quand de vous café. êtes un modèle défaillant, quel est le vôtre? Qu'est-ce que vous allez proposer? Bah, écoutez, Ouais. encore une fois, sans s'inscrire dans le parti de Providence ou les hommes de Providence. Ouais. Loin de là, c'est être prétentieux de dire Parce cela. que Benflis, il était aux commandes, hein, il était Premier ministre à l'époque. Bah écoutez, Ouais. encore une fois, par des preuves factuelles, vous verrez par des faits historiques que la période, on va dire, du gouvernement, du moins la gestion de Ali Benflis à la tête du gouvernement, c'était peut-être la période la plus propice, la plus fastueuse, la plus équilibrée, on va dire, en toutes les matières, en tous les secteurs, que ce soit économie ou autre. Donc, et dire, hein, on n'était pas encore aux $200 le baril à l'époque. Ouais. Donc, bon, ça se... Non, mais je parlais de modèle. Non, Parce non. que souvent vous critiquez, c'est normal, c'est bien, la critique est aisée d'ailleurs, mais vous remettez en cause le modèle économique, vous remettez en cause le modèle politique, le modèle social également, puisque tout est lié. Enfin, le modèle d'une manière générale. Le modèle de la gestion. Comment peut-on gérer un pays selon vous? Vous êtes dans un parti d'opposition. Quelle est votre projection? Quelle est votre vision des choses? Voilà, rapidement, peut-être pour avoir une idée. Absolument. Je vous reprends Bourlin, mais en fait, juste sur la définition de la critique aisée. Pour nous, c'est une critique compte tenu de la dangerosité et la trajectoire dans laquelle part le pays à tout point de vue, considérant que c'est une critique plutôt constructive. Ouais. Une critique, en fait, qui permet justement de corriger la trajectoire autant que faire se peut, essayer de sauver les meubles. Mais pour revenir sur notre différenciation, on va dire, c'est que c'est très simple. Hein. Moi, c'est même plus la critique dont je veux évoquer, c'est plutôt le constat. Quand je vous dis un modèle politique défaillant, je pense, en tant qu'Algérien, il est aisé de constater ce bilan catastrophique au bout de quelques décennies, au bout de quelques mandats, qu'effectivement ce modèle ne mène nulle part. Ça, je pense que c'est très facile, sans pour autant être politicien ou économique ou gestionnaire ou autre. Donc, on peut facilement le constater avec amertume. Donc, ce qui présage, ce qui explique pourquoi ce modèle, depuis belle lurette, depuis quelques années, il n'y a que ce régime qui ne le comprend pas, qui persiste dans sa bêtise, à aller de l'avant et essayer de mener le pays vers le mur. Et aujourd'hui, plus que jamais, bien entendu avec certains facteurs, on va dire, qui sont entrés en jeu, notamment qui étaient peut-être imprévus, la fluctuation, voire la baisse du baril de pétrole. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question, qui ont finalement montré le vrai noyau, le vrai visage de ce modèle, qui est finalement un modèle politique qui était basé sur des fondations sablonneuses, voire des sables mouvants. Donc encore une fois, nous quand on propose un modèle, on propose en fait une alternative, sans pour autant, toute modestie gardée, sans pour autant se prétendre être les hommes providentiels, encore une fois. Mais il faut une alternative aujourd'hui, et c'est ce que nous essayons d'incarner avec notre programme porté par des hommes et des femmes. Une alternative politique d'abord, une alternative bien politique, sûr, avant qu'elle soit économique. Ouais. Bien sûr, mais tout est histoire de politique. Pour l'économie, vous avez une politique économique, donc il faut, je dirais, ce navire qui navigue à vue depuis quelques années déjà, faut lui redonner un cap. Ouais. Faut lui redonner un cap. Badis, parce que moi, quand j'entends des modèles économiques, je vais prendre un exemple. Nous vivons en France. Aucun modèle économique aujourd'hui, de par le monde d'ailleurs, mais on va parler juste de la France quand même, c'est une puissance économique, n'a réglé le problème, par exemple, de la croissance, le problème du chômage, le problème social. Il y a autant de chômeurs, il y a autant de gens qui dorment dehors, il y a autant de gens qui cherchent un emploi. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a un modèle économique ou politique qui peut résoudre rapidement tous les problèmes d'une nation? C'est ça que je voulais... Je pense que non. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que pour la bonne et simple raison que les pays et les modèles ne se valent pas. Ouais. On ne peut pas comparer la France, par exemple, à l'Algérie. Nous ne pouvons pas comparer la France à la Chine, par exemple. Je parle de modèle. Hein. Non, j'entends bien, Ouais. j'entends bien. Donc c'est pourquoi je reviens justement j'explique pourquoi je dis ça. Le modèle doit être approprié, doit être en corrélation avec les problématiques du pays et non pas. Il y a l'économie du marché, certes, qu'on doit prendre en compte, et d'ailleurs c'est ce que ne fait pas l'Algérie aujourd'hui. Donc l'Algérie considère que c'est un pays seul au monde et il ne prend pas en considération ce type de choses. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on parle de crise, quand on voit un Premier ministre qui parle de crise, pour moi, il y a fort longtemps qu'on parle plus de crise éphémère, compte tenu de son inscription dans le long terme. Vous savez, si on revient chronologiquement, et si vous voulez, je vous ferai
une chronique là-dessus. Cette crise-là, elle perdure depuis 73, depuis le premier choc pétrolier. Après vient le deuxième choc pétrolier. Après vous avez la crise des subprimes. Après vous avez avant la crise par exemple des pays sud-américains. Comment dire, l'Argentine par exemple, qui a cessé de payer ses dettes, donc qui a fait au fait une espèce de déstabilisation économique mondiale. Après vous avez les subprimes. Avant les subprimes, vous avez la bulle Internet, l'explosion de la bulle Internet. Vous avez les subprimes 2008-2009. Après vous avez encore une fois le choc pétrolier, oui, la crise de l'euro. Et tout le monde. Encore une fois, depuis 73, vous imaginez depuis 73 à ce jour, on n'est plus dans une crise, on est vraiment dans une situation. C'est que ces crises financières, elles touchent toute l'économie mondiale. Je veux dire, l'Algérie n'est pas les suprêmes. Oui. Donc peut-être aujourd'hui l'Algérie, elle devrait. Qu'il manque en Algérie. Peut-être qu'il manque jusqu'à maintenant. Juste, je vais poser la question. Peut-être qu'il manque maintenant en Algérie. Peut-être qu'il a manqué jusqu'à aujourd'hui. Peut-être une volonté, une politique volontariste, par exemple, d'industrialisation. Nous avons évoqué la dernière fois. Absolument. Voilà. Peut-être qu'il manque ça, parce qu'avec tous les moyens que l'Algérie a eu, je veux dire, les rentrées en devises, voilà. Mais les moyens ne suffisent pas, c'est ça ma question. Non, mais moi, il faut d'abord mettre le modèle sur les rails. Il faut mettre le modèle sur les rails aujourd'hui. Alors, c'est quoi ce modèle? C'est ça. Ce modèle, déjà, c'est, il faut une émission pour essayer d'aborder une partie. Mais déjà, revenir à la légitimité, revenir aux choses principales, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de diversification, il faut aller au-delà. Quand je vous dis de légitimité, c'est-à-dire qu'on n'a plus des ministres gestionnaires, mais des ministres vraiment réformateurs. On passe à la réforme, pure et dure, la réforme vraiment dans le bon sens. Vous voyez, donc, même si, voilà, parfois peut-être on aura le sentiment d'avoir trahi, mais quelle trahison finalement? Pour remettre le pays sur les rails, comme on dit en politique, innover c'est trahir. Eh ben on est prêt à trahir, mais dans le bon sens, c'est-à-dire réformer pour sauver le pays, sauver son peuple. La vie en couleur sur Radio Gazelle. Radio Gazelle. Un mélange de couleurs. Redécouvrez votre radio. Radio Gazelle. La seule radio en leaders mondiaux ont du mal et peinent à avoir un budget équilibré. Mais encore une fois, parce qu'ils ont amorcé le bon modèle, ils ont amorcé, après bien entendu, il y aura des trajectoires, des facteurs, ce que j'appelle les imprévus imprévisibles, qui rentrent en jeu, auxquels on doit, chacun à son anticipation, sa projection et sa vision, pouvoir anticiper, corriger ou pas. En Algérie, on n'a même pas démarré, donc c'est vous dire en fait la gravité de la chose. C'est-à-dire qu'on n'a même pas amorcé la voie de ce développement, la voie de la diversification économique, par exemple. Parlons-en, on nous bassine avec cela. Tous les ministres, à répétition, que ce soit dans l'industrie ou ailleurs, on a pris les mines, on leur a donné à l'industrie, avant elle était avec l'énergie, mais aujourd'hui les mines, parlons-en. On a des gisements à perte de vue, des gisements avec des estimations qui frôlent on va dire le miracle. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien que pour le gisement du silicium par exemple. Alors pour information, le silicium, c'est un composant qui rentre dans la fabrication et d'une part des panneaux photovoltaïques et d'autre part dans la téléphonie. Oui, vous évoquez les moyens, mais on a la deuxième réserve mondiale. Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, je voulais juste, voilà, mais je pense qu'on va consacrer des émissions. On va consacrer des émissions parce que les élections approchent à partir de là. Mais moi, je voulais, non, juste pour qu'on puisse avancer rapidement, c'est que dans un pays, pour la politique, pour l'économie, il faut deux acteurs, il faut ceux qui gouvernent et le peuple, d'accord? Et c'est le peuple qui est souverain à un moment donné, puisqu'on est en démocratie, c'est le peuple qui doit choisir ses représentants, comme ça se fait un peu partout. Regardez aujourd'hui un manque de confiance, par exemple, pour François Hollande, il préside de ce pays, il a son quinquennat, peut-être qu'il va se présenter ou pas, mais en tout cas, c'est les citoyens qui vont décider. On a l'impression en Algérie, oui, c'est pas le cas en Algérie, et justement, laissez-moi finir. Voilà, laissez-moi finir, c'est que aussi cette opposition depuis l'indépendance n'arrive pas à avoir une certaine légitimité, justement par rapport aux citoyens, justement parce que les Algériens aujourd'hui, quand on leur pose des questions et l'opposition disent oui, ils se réunissent, mais ils n'ont rien à proposer. Je veux dire, quand une opposition qui se réunit avec, machallah, un certain nombre de partis politiques et qui ne prennent pas une décision, ne serait-ce pour affronter ces élections, parce que c'est facile à chaque fois de dire c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir, il faut y aller. Il y a les urnes, il y a la campagne, il y a des projets. Vous en parlez de vos projets. Vous avez un programme politique. Eh bien, je pense que peut-être que ces élections législatives, les Algériens vont vous écouter. C'est ça que j'essaye de comprendre. Non, mais encore une fois, M. Bonham, encore une fois, il faut être cohérent dans les actes et dans les paroles. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas
crier justement à la fraude électorale, crier à beaucoup de défaillances en termes politiques, économiques, en termes du régime en lui-même, pour que demain on s'assoie autour d'une table pour essayer de négocier des sièges à l'hémicycle. Moi je suis très cru, je vous le dis ouvertement, qu'aujourd'hui il faut qu'on reste cohérent. Nous, notre ligne de conduite, elle n'est pas assujettie à des intérêts ou quoi que ce soit. Elle est assujettie en fait à redonner une dignité, une fierté à notre pays, à donner à notre pays la place qu'il le mérite, c'est-à-dire dans la région et à travers l'échelle mondiale, mais cela se fait en fait avec une certaine cohérence, avec le respect justement du peuple. Aujourd'hui, notre position, bien entendu, qui va être discutée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui émanera de la base militante et du comité central mi-janvier. Je ne peux pas me substituer aujourd'hui, mais je peux donner mon avis, mon propre avis personnel, mon ressenti. Aujourd'hui, il faut qu'on reste cohérent dans notre attitude, dans notre projet, pour comment on va le porter. Quand vous dites au fait que oui, effectivement, il y a les urnes pour s'exprimer, mais encore une fois, c'est le chat qui se mord la queue. Si on revendique une illégitimité de ce régime, que les urnes finalement, c'est qu'une façade, on va dire, ou une façon déguisée justement d'arriver à des fins politiques, nous ne pouvons pas être de cette mascarade-là. Nous ne pouvons pas prendre part. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous, d'ailleurs, quand vous dites le programme, il est assujetti aussi à certaines conditions, c'est-à-dire revenir à la légitimité par la mise en place d'une autre instance de surveillance indépendante, je dis bien indépendante dans les faits et dans les actes et non pas que de façade. Donc, et à ce moment-là, on pourra commencer à amorcer ce dialogue dans l'apaisement graduel. Elle sera nommée par qui cette personne indépendante? C'est une des prérogatives du chef de l'État, je crois, non? C'est dans la Constitution? Non, non, il n'y aura pas de nomination. Elle sera élue et qui émanera de la société civile, qui émanera de la société civile. Aujourd'hui, on nomme des gens, je dis bien, on nomme des gens qui étaient hier à la botte de ce même régime. Donc on ne peut pas être dans on peut pas. Il faut qu'on reste lucide sur ce problème. Il faut qu'on soit cohérent. Encore une fois, nous, notre programme, il est à disposition de nos compatriotes et nos concitoyens en Algérie. C'est pas le problème. Il est parce qu'ils portent justement haut et fort leurs aspirations. Mais encore une fois, les aspirations ne suffisent pas. Il y a un travail derrière à faire, mais un travail à faire dans un écosystème, dans un environnement propice, adéquat. Ce qui n'est pas aujourd'hui, et vous vous en conviendrez. Donc, pour revenir un peu sur les tenants, si vous pouvez me permettre que j'aille au bout de mon idée tout à l'heure, quand je parlais des tenants du problème, aujourd'hui, on a en face de nous un modèle politique digne d'une politique de bistrot et de café, comme j'expliquais tout à l'heure, pour la bonne et simple raison, vous allumez la télé, enfin pas forcément la télé étatique, mais certaines télés privées que je ne citerai pas, vous verrez la décadence qui règne politiquement parlant. Quand vous voyez un certain Saadani, qui incarne magistralement cette politique justement dont je parle, et qui fait dans la personnalisation politique à outrance, qui s'attaque à l'opposition, mais qui c'est qui ce personnage, je veux dire? Saadani, que j'ai évoqué, même si c'est un peu lourd sur ma langue, mais bon, Oui, non, mais oui, c'est le général du FLN. Voilà, exactement, enfin, le FLN, le nouveau FLN, et pour moi... Il joue un rôle ou il joue son rôle? Écoutez, voilà, il joue un rôle d'ailleurs dans lequel même lui, il est perdu, c'est-à-dire que même lui, il n'a plus le scénario. Moi, ce que je qualifie de pièce théâtrale aujourd'hui, ce qu'on vit. Mais encore une fois, posons-nous la bonne question. Mais le plus important, c'est le scénario. Alors, c'est quoi le scénario, selon vous? Écoutez, le scénario, c'est occulter les vrais problèmes, les vrais débats. Aujourd'hui, le peuple algérien, il a besoin de quoi? Qu'on lui parle vraiment de concret, on lui parle de ce qui le touche. Et ce qui le touche aujourd'hui, c'est quoi? C'est la précarité, c'est les problèmes au quotidien, c'est remplir le frigo, remplir son couffin, voir l'éducation de ses enfants se passer dans des conditions correctes, respectueuses, respectables, qu'il se soigne correctement, qu'il n'a pas besoin, au gré de son budget, d'aller se soigner en Tunisie ou en France ou en Espagne, qu'il soit en fait un citoyen digne, respecté dans son propre pays. C'est ça dont le citoyen a besoin aujourd'hui. C'est de ça dont il a besoin qu'on en parle et qu'on agisse dans ce sens. Mais maintenant que l'autre a dit que finalement l'autre ne veut pas, que vous voyez, moi pour moi, encore une fois, on rentre dans une démarche stupide, pleine d'inepties, pleine encore une fois, de choses qui n'apportent rien, il n'y a aucune valeur ajoutée, si ce n'est, bien entendu, occuper le peuple. Et ça marche parce que vous le voyez bien. Aujourd'hui, on cherche les tenants, les aboutissants, les problèmes, est-ce qu'il va l'attaquer en justice ou pas? Oui, mais je fais référence, bien entendu, encore une fois, à cette histoire où Saadani a, dernièrement, dans la continuité de ses attaques, a émis des allégations à l'encontre de général Toufir. Encore une fois, mais
j'ai envie de vous dire, mais c'est pas le moment, on n'en a pas besoin. Quand je dis la pièce théâtrale, elle a un but. Elle est à l'acte 200, je crois, ou 250, parce que c'est par acte que la pièce théâtrale... C'était le sens de ma question, c'est quoi voilà. le scénario? Mais le scénario, il est très simple, voilà. Mais attention, faut pas croire, cette pièce théâtrale occulte les vrais débats, les débats de fond, les débats d'idées, les débats de programme, les débats d'avenir, les débats d'horizon radieux, d'essayer de réformer, d'agir, voilà, d'agir, ce que ce régime n'est pas capable de faire aujourd'hui manifestement, et je pense qu'il est très aisé de le constater. Donc, encore une fois, le peuple, vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas dupe, le peuple remarque beaucoup, regarde beaucoup, est politisé, le peuple est conscient, il comprend, donc, mais encore une fois, c'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Encore une fois, je me répète, quand je vais à la rencontre de nos compatriotes ou nos concitoyens, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent le renouveau, ils veulent le changement, ils veulent voir un nouveau modèle émerger. Ils veulent l'incarnation justement de la réussite. Ils veulent être valorisés, que ce soit pour la communauté nationale ou pour nos concitoyens locaux. Donc, mais au bout d'un moment, il faut arrêter cette mascarade. Faut arrêter cette mascarade. Nous, au sein de Tara al-Hurriyat, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il faut être bien d'amorcer ce sujet. Si vous le permettez 2 secondes, nous, on a aussi subi ces attaques-là récemment, il y a 3-4 jours, par une chaîne que je ne citerai pas parce qu'elle ne mérite pas d'être citée, d'une part, et pour moi parce que c'est pas un média, mais c'est plutôt un média d'allégeance, qui n'a aucune ni foi ni loi, qui n'a aucune ligne éditoriale. Donc pour moi, je ne le considère pas comme un média, mais comme un outil de propagande. Ce média-là nous a attaqués en mettant au doute notre intégrité, notre fibre patriotique, notre patriotisme, que ce soit pour le parti Tara al-Hurriyat et à cette tête le président, Ali Benflis. Donc on a été touchés dans notre chair, mais encore une fois, nous prenons ce problème comme un non-événement, parce qu'encore une fois, c'est pas le peuple algérien n'a pas besoin de voir une politique d'action-réaction. Vous voyez, il a besoin d'agir dans ce sens, c'est-à-dire le développement. Qu'est-ce qu'on lui propose concrètement comme changement? Voilà ce qu'il a envie d'entendre et de voir dans les médias et à travers les partis politiques et leurs meetings ou leur comment dire, leur communication. Oui. Mais nous, en fait, on comprend par contre, on tire des enseignements de tout cela, hein, bien entendu. Ces attaques-là, elles ne viennent pas d'une manière hasardeuse ou d'une manière incontrôlée. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est juste l'histoire qui se répète un peu. Rappelez-vous, avril 2014, à la veille du scrutin, nous nous sommes fait attaquer comme pas possible, du moins parce que bon, on la personne de Ali Benflis, parce qu'à l'époque, il était candidat libre, enfin, rappelons-le, et donc on nous a taxé de, voilà, que Ali Benflis avait une milice à sa base, qu'elle était aux portes du pays, qu'elle attendait que le feu vert le lendemain du... Voilà, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, franchement? Le lendemain, le 18 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, au contraire, parce que nous sommes civilisés, nous sommes dignes, nous faisons vraiment de la vraie politique et non pas de la politique de pacotille. Donc nous n'avons pas réagi. Bien sûr, nous avons réagi dans les règles de l'art, donc nous avons fait valoir ce qui est de droit, donc nous avons fait un livre blanc, nous avons agi là-dessus, nous avons essayé de sensibiliser le peuple algérien, même si, tant bien que mal, il le savait pertinemment en amont, mais on a été dans un cadre respectueux. Vous ne nous verrez jamais, au fait, parce que on est ce que moi j'appelle les enfants de Ben Badis. Donc nous sommes des gens respectueux, respectables, qui respectons même nos concurrents, même s'ils nous manquent de respect comme ils le font si bien aujourd'hui, que ce soit à travers Saadani ou à travers des médias ou à travers tous ceux qui sont à la botte de ce régime. Et encore une fois, parce que on tire des enseignements dedans. Ces enseignements-là, c'est quoi? C'est que notre parti aujourd'hui a un projet porté par des hommes et des femmes, des citoyens algériens, qui portent bien entendu un projet pragmatique, qui avec une vision, avec une projection, qui met justement ce peuple dans le centre des débats, qui redonne la souveraineté à ce peuple, qui respecte le vote du peuple. Donc les élections se passeront bien entendu dans les règles de l'art, par respect envers la Constitution, par respect envers ce pays, par respect envers ne serait-ce que l'esprit du 1er novembre 54. Eh bien, il faut le garder. Voilà, donc voilà, faut le garder. Voilà, c'est parfait tout ça. En tout cas, une chronique bien chargée, Monsieur Badis. Voilà, donc et on va se retrouver justement tous les vendredis et vendredi prochain. Et ben on va continuer à parler de ça puisque les élections législatives donc approchent, se pointent. Mais bon, c'est 2017, mois de mai 2017, et on verra d'ici là. En tout cas, merci de cet éclairage. C'est moi. Et je vous dis donc à vendredi prochain, Inch'Allah. Merci. Bon week-end, au revoir. Merci.